Je vous remercie d'être là ce soir pour la dernière conférence de cette 35e édition du Salon international du livre de montagne, table ronde au cours de laquelle nous allons essayer de réenchanter l'incertitude et de définir l'aventure. On sait que, qu'elle soit individuelle ou collective, elle est toujours éminemment humaine et nourrie de difficultés et d'aléas. Mais l'aventure est indissociable des risques qui jalonnent les parcours, et notamment les parcours en montagne. Et il y va d'accomplir un destin et de toujours se mettre en situation de braver le danger, mais aussi de se surpasser. Donc l'avenir n'est pas écrit, mais il n'est pas toujours heureux, et c'est à nous de l'inventer et de le rendre possible, sinon de le prévoir. Et donc pour traiter de ce thème et réenchanter l'incertitude et prévoir l'avenir, nous avons donc invité les auteurs d'un livre remarquable publié aux éditions UGA Éditions de l'Université de Grenoble, et cet ouvrage est coordonné par Florence Roche, et qui est universitaire. Et puis nous avons pour étayer cet entretien donc le philosophe Pierre-Henri Frogne, auteur il y a quelques années d'un ouvrage intitulé De l'alpinisme. Nous avons également Alain Guersen, qui est alpiniste, guide de haute montagne et philosophe, et qui a écrit ses réflexions sur le risque et l'alpinisme. Claude Gardien, qui est l'un des co-auteurs de cet ouvrage, qui est journaliste, guide de haute montagne et écrivain, qui a beaucoup suivi les groupes du CAF et de haute montagne. Gérard Guerrier, qui est un essayiste reconnu, lauréat de l'Académie française, et qui est l'auteur de livres cultes, à savoir portant sur le courage et sur la peur. Et puis Sylvie Dolbeau, qui est médecin, spécialiste de soins palliatifs, donc qui a un rapport très particulier avec la vie et la mort. Donc je voudrais tout d'abord demander à Florence Roche, qui est la coordinatrice de cet ouvrage, comment lui est venue l'idée ou le besoin de traiter de ce thème. Alors, au point de départ, je dirais que c'était une sorte d'intuition, comme souvent. Quand on a envie d'écrire sur quelque chose, on est guidé par une intuition. Et cette intuition, elle est née évidemment d'expériences personnelles, desquelles ont émané assez vite un paradoxe assez fort, qui était que d'une part, ce sentiment d'être dans une société qui encense l'aventure, qui la déploie, qui l'institue même comme un marché, bien lucratif, bien établi. Et puis d'autre part, un environnement dans lequel le risque est de plus en plus pourchassé, maîtrisé, circonscrit, sur lequel on légifère, etc. Et du coup, ce paradoxe entre ces deux constats m'a amené à essayer de réfléchir à pourquoi aujourd'hui on promeut à ce point l'aventure dans un monde dans lequel le risque est de plus en plus considéré comme quelque chose de mortifère, de dangereux, de proscrit. Voilà, donc les choses sont un peu parties comme ça. Et pour essayer d'étayer un peu cette réflexion, je suis allée voir du côté de ceux qui pratiquent du coup ce risque et cette incertitude de manière très, très engagée, donc sur des terrains extrêmes, celui de la montagne d'une part, celui de la mer et puis aussi celui des terrains militaires. Voilà. Il me semblait qu'on pouvait difficilement parler du risque et de l'incertitude sans aller faire un tour du côté de ceux qui la pratiquent de la manière la plus engagée. Oui, alors on a l'habitude de dire que l'engagement d'une vie n'est pas un jeu. Or, en haute montagne, c'est un problème. On est sans arrêt sur le fil entre la vie et la mort, qu'on pense les philosophes. Alors, je lui passe le micro. J'ai un micro qui est en son palliatif. Alors, je vais profiter d'avoir un médecin spécialiste du sujet pour lui demander conseil. Mais Alain, comment aborde-t-on
la haute montagne quand on sait que l'on engage sa vie et probablement la vie des autres. L'avenir est à ce moment-là incertain. Est-ce que l'incertitude est toujours la constante de ces engagements dans les courses en montagne? Bah oui, mais en même temps, oui, bien sûr que l'incertitude est omniprésente, mais c'est ce qui rend intéressant le jeu, même si il peut mal finir. Heureusement, il finit quand même d'une manière heureuse la plupart du temps, mais c'est une potentialité, la mort, qui est toujours plus ou moins présente, qu'on garde à l'esprit parce que ça régule notre action, ça conditionne nos choix dans les décisions que l'on doit prendre. Pour avancer, redescendre, etc. Donc, mais c'est effectivement ce côté incertain qui rend le jeu assez palpitant. Donc voilà, il y a toujours ce coup près définitif possible de la mort qui est là en montagne. Bon, et, selon le niveau de l'alpinisme que l'on pratique, il est plus ou moins présent quand même, mais l'environnement lui-même impose d'y penser et de tout faire pour l'éviter. Donc voilà, je pense que effectivement, je dirais pas que la finalité de l'alpinisme est une confrontation à la mort, comme l'ont dit certains. Je pense à des alpinistes comme Guido Lamer ou d'autres qui ont pu avancer cette idée que c'était vraiment la confrontation à la mort qui était constitutive de l'alpinisme, mais ça fait quand même partie du jeu. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, et ça fait partie quand même un petit peu je dirais presque de l'essence de l'activité. Voilà. Libre à chacun d'y aller ou pas, et c'est vrai que la notion de risque est quand même pas très bien vue. On vit dans un monde où la sécurité est devenue une idée fixe, prise en charge par les politiques d'une manière générale. Donc la sécurité individuelle devient vraiment quelque chose de permanent, et donc c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir, en tout cas d'une activité comme l'alpinisme, c'est sûr. La différence entre l'alpinisme et la vie quotidienne, c'est que l'alpinisme, on pense à cette possibilité du pépin. Pas forcément de la mort, mais de l'ennui, de la chute, d'une erreur, d'avoir une expérience un peu difficile. Quand on prend notre voiture pour traverser la France, on prend bien plus de risques qu'en alpinisme. Et personnellement, ma conception de l'alpinisme, c'est plutôt une conception du bonheur. Je me sens extraordinairement vivant et pas confronté du tout avec la mort. Et je suis un alpiniste peureux. Tous mes compagnons de cordée qui sont plus forts que moi vous le diront. Tu as dit peureux ou heureux? Heureux et peureux. Oui, on a appris dans ce livre que l'aventure est une dynamique qui est faite d'oscillations entre les certitudes et l'humilité, l'audace et la prudence. Et le problème est de savoir où on met le curseur pour justement mener une aventure raisonnable. Alors, où est l'audace? Où est le courage? Qu'est-ce que la peur? Doit-on la surmonter? Doit-on l'apprivoiser? Qu'est-ce que tu en penses? On a combien de jours? Une des grandes questions, c'est est-ce qu'un alpiniste est nécessairement courageux? Alors, vous allez me dire, vous prenez un vacancier belge au pied de la falaise des Gaillans, ils vont trouver très courageux n'importe qui se lance sur la paroi, qu'il soit en tête ou en second. Il ne va pas faire la différence. C'est pas facile de dire si quelqu'un est courageux. Et si on regarde rapidement, j'essaie de maîtriser mon temps, si on regarde l'histoire philosophique du courage, on voit que le courage n'a cessé de muter au cours des millénaires. Le courage de Homère n'est pas celui de Platon, qui n'est pas celui d'Aristote, qui n'est pas celui de Kant, etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a quatre dimensions qui permettent de définir le courage. Un, c'est la force. Il n'y a pas de courage sans force. La force, c'est le courage primitif, c'est celui de Homère, c'est la dose de testostérone, si vous voulez, pour les hommes, etc.
La deuxième, c'est la lucidité, ou l'accès à la raison. Ça, c'est Platon qui nous le dit. La troisième, c'est la persévérance. Ça, c'est le côté chrétien, un peu besogneux du courage, hein, Thomas d'Aquin, etc. Alors, si on regarde ces trois dimensions, la force, l'alpiniste a nécessairement de la force, de l'énergie, une volonté. La lucidité, s'il n'a pas la lucidité, il ne va pas rester très longtemps alpiniste. Et la persévérance, évidemment, parce qu'il y a des moments douloureux qui sont difficiles en montagne. Puis la quatrième dimension, c'est la plus difficile, c'est le noble objectif. Alors ça, c'est le côté moral du courage. Alors, on peut débattre du sujet, c'est est-ce que le courage est nécessairement moral? On va dire que le courage moral, c'est quand même celui qu'on comprend. Alors là, il y a une grande discussion au sujet de l'alpinisme. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il le fait pour son ego, pour avoir une belle image avec sa GoPro et pouvoir faire 1 million de vues, pour être admiré? Pourquoi Alex Honnold, par exemple, s'entête à monter des falaises de 700 mètres sans aucune assurance? Mystère. Est-ce que c'est... Alors, on ne sait pas en fait. Il faudrait lui demander, mais je lui ai demandé et je ne suis pas sûr qu'il m'ait donné la bonne réponse. Et ce qu'il y a d'intéressant, je finis là-dessus, si vous demandez à un moine bouddhiste, et ça je l'ai fait quand j'allais au Népal ou au Tibet, est-ce que les alpinistes sont courageux? Il ne comprend même pas votre question. Il dit pourquoi tu parles de courage? Quel est le courage d'affronter les... À qui ça fait du bien? En dehors de l'individu lui-même. Donc voilà, j'ouvre un peu le débat. En sachant par exemple, je finis sur mes références un peu prétentieuses, là je suis le premier de la classe, mais en fait je ne suis pas du tout comme ça. Mais Hannah Arendt par exemple, nous dit que le seul courage, le seul véritable courage, il est nécessairement politique. C'est-à-dire il est pour le bien de la cité. Et dans ce cas-là, l'alpiniste, il ne peut pas être courageux. Oui, c'est toute la distinction entre le courage et l'audace. Je veux dire, le courage non à se surpasser pour les autres et à donner sa vie pour ceux que l'on aime, pour ceux que l'on veut libérer d'une emprise totalitariste, etc. Alors que l'audace relève plutôt d'un exploit futile. Ah, je ne me risquerai pas à porter un jugement là-dessus. En revanche, ce que je voulais un peu partager avec vous, c'est une notion qui est apparue avec des entretiens, au fil d'entretiens que j'ai conduits pendant 2 ans avec les alpinistes du groupe militaire de haute montagne. Vous devez probablement les connaître. Hein. Le GMHM, c'est une unité qui est adossée à l'école militaire de haute montagne, qui est à Chamonix. C'est une petite unité de 10 alpinistes dont l'objectif est d'ouvrir de nouvelles voies et d'évoluer dans les terrains les plus extrêmes qui soient, que ce soit en haute altitude ou sur du grand froid. Et donc j'ai passé quasiment 2 ans à leur côté avec des entretiens avec chacun d'eux pour essayer de définir ce que c'était pour eux que le risque et quelle était leur relation à la mort notamment, puisque c'est quand même quelque chose qu'ils côtoient quasi quotidiennement, que ce soit en entraînement ou quand ils sont en expédition. Et il y a une notion qui est très intéressante, qui est apparue au fil de ces entretiens, c'est la notion de prudence audacieuse ou de risque juste. Et j'ai trouvé que dans ces 2 notions-là, qui sont a priori assez antithétiques, il y avait quelque chose de très fructueux à regarder. L'idée étant de dire qu'on ne prend pas de risque pour le plaisir de prendre du risque, mais que le risque est en revanche consubstantiel à l'activité. Il ne peut pas y avoir pour eux d'activité sans risque. Et donc à partir de là, eh bien, on va se confronter au risque, mais avec toujours ce souci de la sauvegarde de la vie individuelle. Et donc cette notion de prudence audacieuse, où l'on va prendre les risques qui sont nécessaires pour arriver à l'objectif, mais pas de risques superflus, d'où cette notion de risque juste. Voilà, je pourrais développer à l'infini, mais on n'a pas le temps. Mais c'était simplement pour lancer cette piste avec vous. Et alors, en ce qui concerne l'aventure, y a-t-il une esthétique de l'aventure? D'abord, je voudrais préciser que, contrairement
à Alain, à Claude, à Gérard. J'ai une pratique de la montagne qui est bien modeste. Hein. Je suis un professeur de philosophie, je ne suis pas guide de haute montagne, je suis un alpiniste amateur, je monte toujours en deuxième, en seconde de cordée. C'est très important que je vous le dise, parce que je ne voudrais pas paraître ce que je ne suis pas. Ça m'arrange bien d'être en seconde cordée, parce que la philosophie est par définition en seconde cordée. Pour qu'il y ait de la philosophie de l'art, il faut qu'il y ait des artistes et des œuvres d'art. Pour qu'il y ait de la philosophie de l'État, il faut qu'il y ait des hommes politiques, il faut qu'il y ait des États. Pour qu'il y ait une philosophie de la religion, il faut qu'il y ait des religions. La philosophie vient toujours après, pour essayer de comprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le livre de Florence, auquel on a participé, il est tout à fait bien venu ici, puisque c'est l'aventure, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est l'aventure, puisque l'aventure, ça veut dire ce qui va venir, ce qui doit même venir. Bon, ça c'est la deuxième remarque préliminaire, mais quand on donne la parole à un philosophe, on prend des risques. Alors, est-ce qu'il y a une esthétique du risque? Alors ça, je n'en sais rien. Je peux vous dire que moi, en montagne, j'ai peur. Et quelquefois, je me dis au milieu d'une course, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi tu veux avoir peur, etc. On fait le sommet, on descend, et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de remonter ensuite. Donc, je n'ai pas de, comment dirais-je, je n'ai pas de réponse à la question pourquoi est-ce qu'on prend un risque en montagne. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas plus de risques en montagne que dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que non. Mais sauf que dans la vie de tous les jours, on ne le sait pas. C'est ça le plus important. Alors, on est loin de l'esthétique, mais on est dans l'éthique. Dans la vie de tous les jours, on sait qu'on est mortel, mais on n'y croit pas. Parce que si vous y croyez, à chaque moment, vous ne pouvez plus vivre. En montagne, vous y croyez. Et vous, c'est même plus qu'une croyance, c'est une certitude. Ces risques, ils existent. On en a la conscience. Alors, dans la vie quotidienne, on n'en a pas conscience. C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'alpinisme est une activité philosophique, c'est-à-dire une activité de vérité. Parce que se joue quelque chose de la vérité de notre existence qui est caché, qui est obnubilé dans la vie ordinaire, dans nos relations sociales ordinaires. Je ne veux pas être trop long. Mais je n'ai pas répondu à ta question, Michel. Mais on la reposera après. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que lorsque l'on prend des risques, je veux dire, on fournit un effort physique et une certaine esthétique. Il y a une recherche, effectivement, de la trajectoire, de la fluidité du corps, etc. Et c'est dans ce sens-là que je voulais parler de l'esthétique de cette aventure. Mais on a parlé de l'engagement et de l'engagement de la vie dans une pratique de haute montagne. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette approche de la mise en jeu volontaire de la vie par rapport à la mise en jeu subie de la vie lorsque l'on est malade. Et Sylvie Dolbeau, qui a la double expérience de la montagne et des soins palliatifs, a peut-être une approche particulière du sujet. Merci beaucoup. Alors moi aussi, je suis une alpiniste tout à fait amateur. C'est mon homme, là, mon mari, qui m'emmène depuis 40 ans en expédition polaire et en montagne, et en haute altitude aussi. Et donc c'est vrai que j'ai eu plaisir à participer à ce livre, mais effectivement en proposant de faire une espèce de pendant et de réfléchir comment est-ce que les deux univers, celui dans lequel je travaille de l'oncologie, c'est pas uniquement les soins palliatifs, c'est toutes les personnes traitées pour un cancer, et le milieu de la montagne, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme influence réciproque autour de la question de la gestion de la complexité et des prises de décision en situation d'incertitude. Puisque en cancérologie, en tout cas quand les malades, je ne vais pas vous embêter trop avec le cancer, parce que j'imagine que vous n'êtes pas là pour entendre parler de maladies graves ou mortelles, mais c'est vrai que quand on travaille avec des patients atteints de cancer, en particulier des maladies métastatiques, on a vraiment beaucoup cette réflexion à mener. Et moi, en tant que psychiatre, en plus, je travaille beaucoup sur le versant, évidemment, psychothérapeutique, de comment on peut aider les gens à continuer à vivre leur chemin de vie, et de maladie, mais surtout leur chemin de vie, en étant confrontés à l'idée que la mort peut survenir de manière prématurée à cause de la maladie,
comment est-ce qu'ils peuvent prendre les décisions qui ont le plus de sens pour eux, du fait de cette maladie qui vient évidemment empêcher et entraver leur liberté, et surtout avec un événement de santé qu'ils subissent, même si beaucoup de gens croient que le cancer, ça vient de leur psychisme, leur facteur de stress, etc. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ça n'est pas démontré aujourd'hui. Et donc, pour moi, il y a vraiment des pendants à faire entre cet univers de la gestion de l'incertitude quand on n'a pas tous les éléments pour décider, et quand il y a des choses qu'on va subir et qui ne dépendent pas de nous, et puis tout ce que peuvent vivre les alpinistes qui, certes, prennent un certain nombre de risques de manière objective, en ayant réfléchi à leur course, anticipé les différents scénarios qui pourraient survenir, décider si oui ou non ils vont aller à l'étape suivante ou s'ils vont décider de renoncer, mais en étant aussi soumis à des facteurs extrinsèques comme la monstrueuse avalanche, la chute de cailloux, etc. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées, qui sont communes à ces deux univers. C'est le fait de connaître soi-même sa manière de se comporter face au risque, le fait de pouvoir anticiper et vraiment avoir le maximum d'informations possibles sur ce qui pourrait se dérouler lors de cette fameuse course. Et ensuite, savoir comment est-ce qu'on se comporte face au risque. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin au risque de quelque chose d'objectif qui va nous tomber sur le dos, versus on décide de renoncer. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de facteurs psychologiques qu'on appelle les facteurs d'adaptation, les facteurs de coping en psychologie, qui permettent de comprendre si on est plutôt du style à vouloir se confronter à une réalité objective avec des éléments d'information, si on est plutôt du genre à vouloir dénier la réalité du risque, et du coup on va au-devant, même si on a très très peur et qu'on sait que c'est déraisonnable par rapport à son niveau. Ceux qui vont sublimer, se dire que de toute façon ça ne dépend pas de soi. Donc je pense que ces mécanismes psychologiques-là, ils sont importants à décrypter chez chacun de nous, parce qu'ils nous aident à définir comment est-ce qu'on va se comporter devant un risque. En quelques mots. Voilà pourquoi je fais des ponts entre ces deux univers. Merci, c'est tout à fait pertinent. Et en ce qui concerne l'engagement en montagne, il y a la recherche certainement d'un idéal de liberté, et de liberté sans contrainte. On l'a beaucoup entendu ici même, et malgré tout, chacun peut se heurter à la brutalité de l'imprévisible. Et à partir d'un certain moment, il y a un seuil d'irréversibilité contre lequel on ne peut rien. Est-ce que ça peut être anticipé? Quelle est la marge d'erreur que l'on peut contrôler, Alain? Tout dépend de à quel alpinisme on aspire, en fait. Hein. Effectivement, si on s'attarde un tout petit peu sur l'alpinisme que je pourrais appeler pionnier, c'est-à-dire exercé ou pratiqué par des gens qui veulent repousser un peu soit leurs propres limites et au passage les limites de leur époque, la notion d'engagement est cruciale. C'est presque celle qui traverse le temps et l'espace pour définir un petit peu l'alpinisme. Alors effectivement, le seuil d'irréversibilité est intéressant parce que il montre qu'il y a un moment où on largue, dans ce type d'alpinisme, on largue complètement ce qu'on pourrait appeler les amarres, c'est-à-dire que la sortie se fait par le haut ou se fait pas du tout. Et la notion d'engagement, qui est une mise en gage de soi, donc où on met dans le jeu son intégrité physique, elle atteint effectivement dans l'alpinisme pionnier un seuil au-delà duquel on est obligé, soit on réussit, soit on s'en sort pas, quoi. Voilà. C'est un peu absolu, hein, mais bon, c'est un jeu que j'ai pratiqué moi-même pendant des années, mais qui est quand même humainement intéressant à vivre, parce que ça développe en soi des choses totalement insoupçonnées au départ, et c'est quand même quelque chose de très enrichissant, oui. Et l'esthétique, pour répondre un tout petit peu, l'éthique et l'esthétique se coïncident, je pense, dans les moyens qu'on met en œuvre pour mettre en place cet engagement, justement. C'est-à-dire que la fin en montagne, la fin ne justifie pas les moyens. C'est presque les moyens qui donnent une valeur à l'ascension qu'on projette ou qu'on réussit. Et donc, il y a une forme d'esthétique et d'éthique qui vient coïncider, c'est-à-dire qu'il y a une beauté dans le style que l'on s'impose, notamment, en l'occurrence, sur les moyens. Et ça, je pense que ce serait à développer. Ouais, c'est intéressant, je pense.
cette coïncidence. Il est certain que lorsque l'on s'engage dans une voie ou dans une course, il y a une part d'incertitude, une part un élément que l'on ne peut pas prévoir, que l'on ne connaît pas. Et vous parlez les uns et les autres d'apprivoiser le brouillard, hein, parce qu'on ne sait pas forcément où l'on va, alors que je pense que dans la pratique de Sylvie, il y a justement une réduction de la marge d'incertitude qui est nécessaire de façon à prendre le moins de risques possible. Comment, dans un collectif, comme tu as beaucoup décrit hein, les aventures collectives, est-ce qu'il y a une prévention collective du risque de façon à éviter de s'engager dans un avenir incertain? Claude. Je vais vous parler on a parlé du groupe militaire de haute montagne. C'est un groupe militaire donc, qui s'est retrouvé confronté à une difficulté pour aller en montagne en groupe. C'est que dans l'armée, il y a la notion de grade, donc une autorité qui vient du dessus. Et fatalement, quand on doit prendre des risques en montagne, c'est pas la guerre, c'est complètement différent. Et ils ont trouvé un petit article dans le code militaire qui dit que la fonction prime le grade. C'est-à-dire que, par exemple, un deuxième classe qui est électricien et qui doit effectuer une réparation électrique, il n'a pas d'ordre à recevoir du général, à part de se mettre au travail. Le général qui ne connaît rien à l'électricité. À partir de là, au groupe, ils ont admis que même si un membre avait un grade peu élevé, il avait droit à la parole parce qu'il était compétent. Ça les a amenés à développer une stratégie de prise de parole en groupe, totalement libre. Totalement libre, mais ils ont fini par comprendre que il y avait une autre hiérarchie qui se mettait en place, c'était celle des grimpeurs les plus expérimentés ou les plus forts. Et donc, dans leurs réunions, ils ont pris l'habitude de faire parler les plus jeunes, les plus récemment entrés au groupe ou les moins expérimentés. Ceci pour que, d'une part, ils s'expriment avec toute la fraîcheur de leur arrivée récente au groupe, qui pouvait certainement apporter des choses un peu nouvelles aux anciens. Et la deuxième raison, c'est que si on les faisait parler en dernier, ils allaient, plutôt qu'exprimer une opinion personnelle, s'aligner sur celle des plus expérimentés. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, et depuis, je fais toujours parler mes clients en montagne. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis de cette porte-là? Comment tu vois qu'on va la faire, etc. Et à partir du moment où la personne s'exprime, eh ben, on a une petite idée de ses angoisses, de ses manques, ou de son enthousiasme, etc. C'est très important de se parler. Le processus décisionnel tel que tu le décris dans ton livre sur le groupe de haute montagne et tel que tu le reprends dans cet ouvrage montre combien il est important dans une décision prise en situation extrême ou en situation d'urgence de s'appuyer sur le collectif, de s'appuyer sur les compétences des uns et des autres de façon à réduire la marge d'erreur, dont la marge d'incertitude. Et ce modèle de management que l'on retrouve, que ce soit au PGHM ou que ce soit au GHM, ou dans des unités très hiérarchisées, et qui sont basées sur la confiance, hein. C'est un modèle que l'on ne retrouve pas forcément toujours dans d'autres systèmes bureaucratiques tels que l'hôpital, où on ferait bien de s'inspirer. Donc, est-ce que ta pratique de l'alpinisme et de l'esprit de cordée est inspirant pour justement le transposer dans d'autres situations? En tout cas, le monde bouge même dans l'univers médical, puisque les patients, enfin,
enfin c'est tout le domaine de la démocratie en santé là, qui se déploie, où l'idée que, évidemment, ce système très paternaliste, où c'est le médecin qui doit prendre les décisions pour son patient et décider pour lui si oui ou non il faut encore une 10e ligne de chimiothérapie, alors que le patient peut-être est prêt à vivre moins longtemps pour avoir une meilleure qualité de vie. Ça, c'est quand même en train de bouger objectivement en France. On n'est pas très en avance. Il y a d'autres pays comme le Canada qui ont 20 ans d'avance sur nous. Et aujourd'hui, il y a vraiment l'idée que le patient est un partenaire de ses propres soins, qui fait partie des instances décisionnelles. Et en théorie, alors en tout cas, c'est ce que nous, les psys, en tout cas, et les gens qui travaillent dans le milieu soins palliatifs en particulier, on essaye de promouvoir, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment faire des co-constructions et des prises de décisions partagées. Ben, ce mot, il existe depuis très très longtemps en médecine, mais malheureusement, il est souvent peu ou pas encore très très appliqué. Mais là, on voit qu'en tout cas dans le domaine de la cancérologie ou de certaines maladies chroniques, où le patient a absolument à dire quelles sont ses préférences vitales et ses préférences pour sa vie, et pas uniquement pour sa maladie, et que donc on a absolument besoin d'ouvrir ses oreilles quand on est médecin et d'écouter ce que le patient a à nous dire en termes de préférences pour lui, même si c'est au prix de moins de quantité de vie. Donc ça, c'est un vieux débat, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus actif. Moi, je suis assez optimiste, puisque je vois, là, par exemple, depuis 10 ans, l'arrivée de patients qui se forment à l'université des patients, qui co-construisent avec nous des projets de recherche en cancérologie, et pour lesquels on essaye vraiment qu'il y ait une espèce de situation de partenariat la plus équilibrée possible, sans être dans le leurre que le patient serait en capacité à avoir les compétences du médecin et réciproquement, mais plutôt l'idée que chacun a des compétences et que c'est en les partageant, comme vous l'avez dit Claude, en les mettant en commun et en écoutant, en partant de la personne concernée aussi, et peut-être la moins compétente dans le domaine médical pur, qu'on arrive à mieux comprendre quel est l'enjeu de vie sur lequel il faut se bagarrer. Donc voilà, je suis assez optimiste et j'espère que ça va se déployer, même s'il y a beaucoup de résistance dans notre milieu. Oui, le second cordé, il a son droit au chapitre. Il doit dire ce qu'il veut, ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas. Donc il n'est pas en laisse. Vous savez qu'un Emery qui a conquis le grépon à la fin du 19e siècle, il râlait contre les guides qui tenaient leurs clients en laisse. Je ne me sens pas en laisse parce que la rétivité qui est la mienne, comment dirais-je, produirait des étincelles avec le guide de haute montagne qui me garde et me sauvegarde. Excuse-moi, Michel, j'ai pris la parole. Non, mais au contraire, hein, je pense que c'est très libre. Hein, c'est comme justement en montagne, qui est un espace de liberté. Ici, la parole est libre. En revanche, effectivement, il faut ne pas se faire de frayeur. Et quand on est dans situation de difficulté, sa propre vie et mettre en jeu la vie, par exemple, des sauveteurs ou du secours en montagne, ça doit être un problème éthique qui se pose, ou bien l'action, on n'y pense pas, mais il y a réellement un problème éthique peut-être dans l'engagement, non? Alors, moi, le secours en montagne, c'est un sujet qui me passionne pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est intéressant, puis il se trouve que mon fils est au PG de Chamonix. Et donc, c'est un bon champ d'expérimentation pour moi. Je me rappelle d'un secours qui était très intéressant. C'était au glacier de la Jonction, au mois d'avril, ça doit faire 2 ans, je pense. Et un skieur allemand à la Jonction qui tombe dans une crevasse. Et cette crevasse, comme caractéristique, elle a que la glace est complètement pourrie et qu'elle est surmontée par un énorme bloc de un sérac qui a chuté et qui est en équilibre précaire. Et l'équipe du PG arrive, ils sont 3, ils descendent le premier secouriste auprès du blessé, qui est à peu près à 15 mètres de profondeur, avec cette cathédrale qui menace de s'effondrer à tout moment, et ils décident de secourir le gars, et le secours va prendre 4 heures, quand même. Et donc pendant 4 heures, il y a une équipe de 2 secouristes qui sont restés exposés à la chute de sérac à tout moment. Et quand ils ont fait le débrief, c'est très intéressant, ils se sont fait engueuler par les autres gars du PG qui étaient venus en renfort et qui ont dit, les gars, vous avez fait, dans leur jargon, vous avez fait de la merde. Ils ont sauvé le skieur allemand. Et là, je discutais avec le secouriste qui a décidé d'aller au fond, et c'est assez intéressant parce que ça revient exactement à ce que tu disais. Ça devait être un maréchal des logis, donc c'est pas un grade énorme au PG,
Et il a dit, écoute, à partir du moment où il y avait un contact vocal entre la victime et moi, c'était mort, on ne pouvait plus replier les Gaules. Et pourtant, on savait parfaitement que ce sérail pouvait se casser la gueule à tout moment. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, c'était Espinasse, le chef d'escadron qui était en charge, a dit, mais moi, de toute façon, c'était à eux de décider à la base. Donc ça donne un peu, voilà, donc c'est jamais simple. Oui, c'est l'humanisation de l'aventure. Je veux dire, il faut de l'humain dans ces situations extrêmes. Heureusement, oui. Pour moi, cette situation que tu viens de nous décrire, ça fait partie des seules situations où on peut parler de courage en montagne. Ces gens-là ont fait preuve de courage. Nous, quand on va en montagne, on y va pour se faire plaisir, on n'y va pas pour être courageux. Et la possibilité de l'accident, elle existe. Elle est statistiquement assez rare par rapport à la fréquentation. Et ensuite de ça, on sait qu'il y a des secours. Et moi, j'ai participé à des secours parce que j'étais là. Et les gens qui sont secouristes, les professionnels, c'est leur profession, mais ils l'ont choisi. Ce sont des gens remarquables que je respecte beaucoup. Ouais, alors moi, je serais moins drastique que toi. Si tu veux, je pense qu'il n'y a pas de petit courage. Et je pense qu'on ne devient pas courageux du jour au lendemain, et que ces gens-là, ces secouristes, ils ne sont pas nés courageux, ils sont devenus courageux en pratiquant des petits actes de courage. Et je pense que l'enfant, et c'est pour ça que moi je ne suis pas un fan de Hannah Arendt, en tout cas sur le courage. Je pense que l'alpiniste qui devient un meilleur alpiniste, etc., pour moi c'est l'apprentissage du courage, même s'il ne le fait pas pour la cité. Cela dit, l'engagement, c'est pour soi-même, mais aussi pour les autres. Je pense que c'est quand on s'engage, on fait peut-être un devoir, mais pour justement améliorer la situation des autres qui sont dans une situation incertaine, justement. Mais l'aventure, là on a beaucoup parlé de l'aventure en montagne, ou de l'aventure humaine, hein, mais l'aventure peut se jouer aussi sur d'autres terrains. Alors comment vous est venue l'idée de traiter de l'aventure au sens large? Alors ça va vous paraître peut-être un peu idéaliste comme démarche, mais j'avais vraiment chevillé au corps cette envie de, comme dit le titre de l'ouvrage, réenchanter l'incertitude. C'est-à-dire de montrer que finalement la vie même, en soi c'est une métaphore de l'incertitude, hein, et l'aventure, étymologiquement, c'est ce qui va advenir, c'est-à-dire ce qui est là, devant nous, qu'on touche presque du doigt, mais qu'on ne connaît pas encore. Et donc, finalement, substituer les deux termes, ne plus parler d'incertitude, mais plutôt parler d'aventure, à mon sens, permettait de donner un message positif à notre société. Alain disait tout à l'heure que l'obsession de la sécurité devient vraiment quelque chose de très mortifère, presque, hein, paradoxalement. Il est important que notre société, à mon sens aujourd'hui, regarde l'incertitude de manière certes réaliste, mais positive aussi, dans le sens où c'est aussi un champ d'opportunité, un champ pour le devenir, un champ pour l'apprentissage, un champ pour se découvrir soi-même, découvrir les autres, un champ pour l'altérité, tout court. Et donc, à partir du moment où, pour qualifier une incertitude, on va plutôt parler d'aventure, tout de suite les choses se colorent de manière beaucoup plus positive, finalement. Et donc, la problématique initiale que j'avais en tête, c'était cette question-là. Est-ce que finalement, l'aventure n'est pas aujourd'hui la facette positive de l'incertitude? Le micro est tombé en... Le micro est tombé en panne. Voilà. Je pense qu'on vous entend quand même. On va essayer de faire porter nos voix. Et ce qui est
qui découle de ce que l'on dit, c'est que la force n'est pas tout quand on se lance dans une activité physique, que ce soit en montagne, que ce soit en mer, que ce soit dans le cadre d'une profession, que ce soit dans le cadre d'une passion. L'engagement doit avoir un sens, une signification. Et donc, ça, c'est le problème des philosophes, de nous dire pourquoi on va chercher à s'élever, à se dépasser, que ce soit pour soi-même, mais là, le soi est parfois futile parce que finalement, il ne concerne que la personne elle-même, soit effectivement l'engagement a lieu dans un collectif et au service des autres, et auquel cas, il a peut-être une force différente. Je ne dis pas qu'elle est... Alors, est-ce que... Et... Il y a des interférences. Oui, ça marche, là, non? Oui, ça marche pas. Je pense que il y a trois couches de signification morale en ce qui nous concerne. La première couche, la plus superficielle, c'est celle de notre société moderne qui nous amène à... oui, mais moi, non. Moi, je suis allée chercher des bandes dessinées à plus. Je n'ai pas fait les affiches. Qui nous amène à se dépasser. Alors, je ne sais pas s'il faut que je continue à parler. Je vais arrêter quand même. Voilà. Est-ce que ça marche? Donc, on va pouvoir... Non. Oui, c'est ça. Alors, oui, donc ce micro est rechargé. Donc, on en était à l'explication du philosophe sur la signification de l'exploit, qu'il soit individuel ou collectif. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a trois niveaux. Le plus superficiel, c'est celui de la société moderne, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut. C'est celui du dépassement de soi. Et j'aime pas trop ça. Je pense qu'on ne se dépasse jamais. Il y a une élasticité. Voilà. Nous sommes des élastiques. Notre identité est une identité mouvante, mais on ne se dépasse jamais. Parce que ça ne veut rien dire d'une certaine façon. Ça, c'est la face, si vous voulez, la face la plus superficielle qu'un philosophe comme Nietzsche a théorisé à la fin du XIXe siècle. Il y a une couche plus profonde qui nous vient de la Renaissance et de l'époque des Lumières, c'est celui de l'éducation, de la formation. Quand Gérard disait que le courage, ça s'apprend, je crois que oui. On apprend à être un homme, on apprend à être courageux. Moi, il me semble que je suis plus courageux après 25 ans d'alpinisme en montagne qu'au début. Pour une simple raison, c'est qu'au début, je ne comprenais rien. Je ne voyais rien. Je ne voyais pas les risques. Et maintenant, je les connais. Et il me faut de la force du cœur, puisque le courage, c'est la force du cœur. Il me faut de la force pour surmonter la peur en voyant très bien les risques que l'on prend. Alors ça, c'est la face, vous voyez, de l'éducation, de l'épanouissement. Et puis, il y a une face... il y a une troisième couche morale encore plus profonde qui nous vient des Grecs. C'est la couche de l'accomplissement. C'est-à-dire que on comprend mieux quand on fait de la montagne, comme moi depuis 25 ans, c'est peu par rapport à Claude, et puis par rapport à Alain. Comment ? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que j'ai une toute petite expérience. Et c'est une semaine par an. Oui. La phase de la couche de l'accomplissement qui fait que un homme comprend mieux qui il est et la place qu'il a dans l'existence. Et cette place, pour la société moderne, alors pour la société grecque, je passe, c'est trop compliqué, c'est trop vieux, mais pour la société moderne, notre place, elle est jamais assurée. C'est-à-dire que notre identité n'est jamais fixe.
elle est à conquérir, elle est à faire progresser. Je pense que ce que nous apprend l'alpinisme, c'est, comment dirais-je, cette idée selon laquelle nous sommes à l'essai. Et il y a un philosophe qui a écrit des essais, c'est Montaigne. Le monde est une branloire pérenne, dit-il. Tout est mouvement, tout est temps. Et nous n'avons pas communication à l'être. C'est-à-dire, il n'y a pas de certitude absolue, il n'y a pas d'assise. Alors, comment faire dans un monde où il n'y a pas d'assise, où il n'y a pas d'identité fixe? Montaigne utilise une métaphore qui n'est pas la métaphore de l'alpinisme, mais qui est la métaphore équestre. En son temps, il montait à cheval. C'est la métaphore de l'assiette. Quand on n'a pas d'assise, il faut apprendre son assiette. C'est-à-dire, l'assiette, c'est cet équilibre fragile que le cavalier doit reconstituer pour obéir au mouvement de son cheval. Nous sommes dans le temps, nous sommes dans le déséquilibre et l'incertitude, et donc il n'y a pas d'assise, il n'y a simplement qu'à trouver son assiette, son équilibre. Alors quand on est alpiniste, on est en équilibre sur une arête, sur des prises, etc. Et c'est ça qui doit être conquis et reconquis perpétuellement. Je suis un peu trop long, excuse-moi Michel. Non, pas du tout. Il faut réduire la marge d'incertitude donc par une acquisition davantage de connaissances pour réduire justement le risque d'erreur et le risque l'information est très importante, je pense, pour réduire le risque et vaincre aussi la peur. Est-ce qu'une prévention, est-ce que c'est le problème, c'est le rôle des guides d'apprendre à leurs clients comment faire. C'est sûr que l'alpinisme, c'est une école permanente. C'est une école permanente d'abord parce que les techniques évoluent, ça c'est notre société qui veut ça. Mais le milieu naturel dans lequel on évolue, il n'est jamais stable. Alors j'aime bien ce que dit l'anthropologue Anastasia Martin, qui vit au-dessus de la Grave. Elle dit que quand elle est en montagne, en hiver, là où la neige semble avoir tout ludifié, on sait tous que ça peut poser des problèmes, le plus connu étant celui de l'avalanche. Elle dit qu'elle est à l'affût, comme un animal sauvage qui va chasser. Et c'est vrai que en montagne, le truc, c'est aussi d'engranger des sensations et de savoir les reconnaître. Reconnaître tous les signaux faibles que nous envoie la montagne. Un petit coup de vent, un changement de température, un changement de direction du vent, les nuages qui arrivent, c'est quoi ces nuages? C'est une brume ou c'est un cumul, un imbus qui nous arrive dessus, etc. Et ça se perfectionne avec le temps. Peut-être aussi avec l'âge, parce qu'on devient un petit peu plus attentif, moins pressé. Mais c'est vrai que c'est une formation permanente. Et dans cette formation permanente, il faut faire la distinction entre ce qui est possible et ce qui est probable. Et est-ce que c'est le rôle de l'alpiniste ou le rôle du philosophe d'essayer de maîtriser un peu cet avenir immédiat, en fait? Oui, c'est une question que j'aborde un tout petit peu. Je pense que vous faites écho à ma contribution au livre de Florence, où j'essaie de considérer que dans ce qui se présente à soi, en situation d'alpinisme, il y a effectivement une sorte de calcul plus ou moins rationnel où on essaye de mesurer et de distinguer, si possible, ce qui relève du probable et ce qui relève du possible. Et effectivement, le probable, on va soit le contourner, enfin s'il est négatif évidemment, ou s'il est positif, on va aller vers lui. Mais on est sans arrêt en train de calculer, un peu ce que disait Claude à l'instant, tout ce qui se présente à soi, dans tous les éléments, y compris les éléments humains, a fortiori quand on est guide, parce qu'on emmène des personnes qui peuvent être un peu, enfin, plus ou moins
en difficulté, puisqu'ils s'ils embauchent un guide, c'est que ils comptent sur lui pour pallier leurs propres difficultés. Donc il y a la dimension humaine qui est très importante, et puis il y a tous les éléments de l'environnement qui sont en perpétuelle évolution. Donc on essaye sans arrêt c'est une sorte de calcul plus ou moins rationnel, dans le sens où un risque, ça s'établit pas avec un pourcentage précis. On dit pas, là il y a 50%, là il y a 30%, le CERAC c'est 20%. On peut pas raisonner à ce point-là. Enfin, la raison humaine a ses limites. Donc, comme disait un philosophe dont j'ai lu le livre il n'y a pas longtemps sur les philosophies des expériences radicales, Stéphane Madel-Rieux, il dit, au-delà de cette limite, votre ticket cognitif n'est plus valable. Je reprends volontiers sa phrase en considérant qu'effectivement l'environnement montagne lui-même se confronte à des incertitudes qu'on essaye de cerner au maximum, qu'on essaye de comprendre et qu'on essaye de maîtriser un tant soit peu, mais la maîtrise n'est jamais absolue. Donc l'incertitude reste toujours présente, mais c'est un apprentissage presque d'une vie, hein, parce qu'à chaque fois qu'on repart en montagne, j'ai pas envie de dire qu'on est balle neuve, mais pas loin quand même, quelque part. Après, l'accumulation d'expérience permet de voir mieux venir les choses, mais malgré tout, on reste un éternel débutant. Et c'est heureux parce que ça nous permet de progresser, de vous élever en montagne et dans les différentes attributions qui sont les vôtres, mais ça permet aussi de limiter les risques et d'éviter des belles imprudences dont parlent certains. Mais le propos de réenchanter l'incertitude, est-ce qu'il est superposable à celui qui consisterait à désenchanter les certitudes? Parce que finalement, c'est peut-être les certitudes qui sont les pires des risques. Question redoutable, ça. Je crois qu'on a malgré tout besoin d'avoir un minimum de certitude pour que la vie soit acceptable et joyeuse. Dès lors qu'on questionne tout et que tout devient certitude, ça devient quand même compliqué sur un plan cognitif, je dirais, de charge mentale peut-être, d'arriver à vivre avec ça. Donc, désenchanter les certitudes, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une question vraiment d'apprentissage plutôt que de parler de certitude, c'est des apprentissages. C'est le grandissement de soi par ces apprentissages et ces expertises successives qu'on engrange. Et ce que je trouve intéressant dans la réflexion d'un philosophe qui s'appelle Jankélévitch, qui a beaucoup parlé sur l'aventure, c'est cette idée qu'on est toujours un débutant, hein, dans le sens où on a toujours à réapprendre des choses. L'aventureux est toujours un débutant, pour le citer précisément. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, et Alain et Claude viennent d'en parler, c'est que les milieux extrêmes comme la mer, la montagne, dans les expériences qu'elles procurent, sont vraiment des milieux qui nous connectent à la réalité. C'est-à-dire au vent qui souffle, au bruit de la neige, à la température, au vent qui vient de tourner. Des choses très concrètes, très matérielles, mais qui nous connectent finalement à l'univers dans ce qu'il a de plus primitif, de plus instinctif. Et cette hyper-vigilance au réel que développent les marins, que développent les guides de haute montagne, les alpinistes, etc., ça, on l'a vraiment perdu, je pense, dans notre quotidien. Les réseaux sociaux, les médias, les ceci, les cela, qui en fait mettent des couches de facticité sur cette réalité. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'un des propos du livre dont on n'a pas encore parlé, c'était de faire des passerelles entre ces milieux de la montagne et de la mer et des milieux professionnels courants, qui sont les nôtres. C'est l'analyse d'un économiste qui s'appelle Ibrahima Afol, qui dit que finalement, dans les entreprises, un des gros écueils
que l'on constate aujourd'hui en management, c'est cette perte de sensibilité au réel. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise, les managers, ne savent plus prêter attention à ce qui se passe autour d'eux, que ce soit leurs équipes, mais les signaux qu'envoie aussi l'environnement économique, social, etc. Et donc ils déplorent cette perte de sensibilité au réel. Et je trouve qu'une grande leçon finalement que nous pouvons recevoir de la pratique de ces milieux de la mer et de la montagne, c'est de nous reconnecter à ce réel pour justement apprendre de lui et réagir, et savoir aussi comment réagir. Donc plutôt que de parler de certitude, je pense qu'il est important de parler d'apprentissage davantage. Et peut-être aussi d'apprendre à se protéger du doute, ce qui est peut-être l'activité peut-être principale dans le domaine. Non, il n'y a pas ça. Au contraire, il ne faut pas se protéger du doute. Le doute il ne faut pas se protéger du doute. Le doute est l'activité principale du savant, du philosophe, de l'alpiniste aussi. Celui qui ne doute pas, il va mourir. Et le philosophe qui ne doute pas, il va tomber dans l'erreur, l'illusion, etc. Non, il faut cultiver le doute, au contraire. Moi, je pourrais rebondir là-dessus parce qu'il y a une thèse qui est intéressante. Qu'est-ce que le courage de demain? Est-ce que le courage de demain, c'est de faire de la gonflette avec une GoPro sur le casque, etc.? Certainement pas. Et moi, ma thèse, c'est que le courage de demain, c'est le courage de la nuance et de la complexité. Et pour être dans la nuance et la complexité, il faut douter. Non, ma langue a fourché. Ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait faire l'éloge du doute, parce que, effectivement, pour progresser. Non. C'est justement pour lui passer. Non, moi, je veux bien réagir aussi sur l'histoire du doute, comment on se confronte à la peur. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je repense à mes patients atteints de cancer, d'une maladie grave, potentiellement mortelle. Beaucoup sont pris par la peur qui les paralyse. Tout ça, c'est pour faire le lien avec les facteurs cognitifs et humains dont vous avez parlé, qui évidemment sont extrêmement importants à connaître et comprendre qu'est-ce qui se passe en nous-mêmes. Mais par exemple, avec nos patients, au lieu de leur dire, parce que beaucoup essaient de lutter contre la peur qui est liée à la situation mortelle, et ça pourrait être le parallèle avec ce qui se passe quand on est dans une situation un peu catastrophique en haute montagne ou en expé, etc., polaire. Et c'est plutôt l'idée de comment est-ce qu'on fait au contraire pour intégrer la peur et pour arriver à cohabiter avec, trouver les moyens finalement de l'intégrer comme un facteur, le doute et la peur, comme des choses qui font partie de la situation réaliste, parce qu'on est complètement connecté à des éléments, comme vous l'avez dit Florence, qu'on a un peu perdu de vue quand on est très citadin, c'est sûr, je le crois aussi beaucoup. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des modèles qui se développent, en tout cas en termes d'intervention psychothérapeutique. Là, je parle de mon côté psychothérapie psychiatre, c'est les modèles d'acceptation et d'engagement, où on prend en compte la réalité qui est là. 1, c'est de l'incertitude. 2, c'est une situation complexe. 3, elle nous fait peur. Et comment est-ce qu'on va combiner tous ces éléments pour en faire quelque chose de manière active, où on va prendre une position, mais sans essayer de mettre au dehors, alors que ça fait partie intrinsèque de la situation. Et en tout cas, moi, ce que j'entends tous les jours avec mes propres patients qui ont des peurs de la progression, de l'évolution terminale, etc., c'est vrai que ça me fait faire beaucoup de parallèles avec ce qu'on peut vivre quand on est en situation de difficulté en montagne et qu'on se dit que le risque mortel n'est pas loin. Mais en tout cas, la mise à distance ou le déni, ce ne sont pas toujours les mécanismes psychologiques les plus efficaces. Je peux le dire comme ça. Il faut faire attention à se protéger d'un excès de prétention et à toujours rester dans une certaine humilité et surtout dans une certaine nuance pour ne pas déraper dans des exploits qui n'en seraient pas. Est-ce que vous voudriez poser des questions à nos invités? Oui, Jean-François? Non, je ne voudrais pas parler de l'alpinisme extrême auquel a fait allusion Alain Andersen, qui a pris que le risque est majeur, comme il l'a souligné, mais il faudrait parler de l'alpinisme classique, c'est-à-dire celui que pratiquent la plupart des alpinistes dans le massif du Mont-Blanc, dans les Alpénides, en Vanoise, voire au Yosemite ou dans le massif Bayon. Il y a un certain nombre d'informations qui sont mises maintenant à la disposition de tout alpiniste
il y a une formation précise des jeunes alpinistes qui prend du temps et qui s'améliore avec le temps. Et il y a des informations de qualité rare sur chacune des courses, que ce soit les courses de neige, les courses mixtes ou les courses rocheuses dans le massif du Mont Blanc. Actuellement, on dispose de topos d'une qualité tout à fait significative. Et donc, on peut, un amateur, je suis un amateur, mais j'ai grimpé pour l'essentiel avec des guides, j'ai dû faire, pas ce que j'ai fait, mais les courses que j'ai faites, je les ai choisies, et j'en ai toujours discuté avec le guide, et qui a analysé si ce que j'espérais faire pouvait correspondre à ce qu'étaient mes capacités à un moment donné. Donc, il y a l'alpinisme vous apprend la notion de vos propres limites. Et ça, et c'est pas nécessairement une aventure extrême où on risque sa mort. C'est faux. Enfin, moi, je n'ai jamais considéré que j'allais risquer ma mort en montagne. J'ai eu quelques pépins, mais ça, c'est clair. Enfin, si on chute, vous avez sorti beaucoup de montagne. Il faut s'inscrire dans une démarche participative et durable. Parce que... Et alors, il y a une chose qui est très importante, c'est le lien concret, si on grimpe avec un professionnel, c'est d'avoir un lien prolongé dans le temps. Parce qu'il y a une connaissance à la fois par le guide de son client et du client de son guide. Et donc ça crée une relation de confiance qui est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était un modèle de société, à la fois sur le plan de la participation de tous les acteurs de la chaîne décisionnelle, et puis sur l'établissement de liens de confiance avec la maîtrise des connaissances, la maîtrise aussi du risque, et puis toujours le fait de douter, le doute positif dont on parlait, et puis surtout d'avoir toujours une attitude nuancée et raisonnable. L'un des plaisirs que j'ai à monter avec un guide, c'est de voir le guide travailler. Vous avez vu que c'est beau, un artisan qui travaille bien, qui fabrique quelque chose. Et ben, voir un guide travailler quand il est compétent, enfin, ils le sont, c'est admirable. C'est admirable dans la lecture de la voix, du temps qu'il fait, de la gestion de l'effort, la gestion de la nuit, le temps de la nuit, etc. Les manœuvres de corde, c'est l'un des grands plaisirs que j'ai, moi, en montagne. C'est de l'esthétique, dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a la beauté du geste. L'esthétique du corps. La beauté du geste. Pascal, tu voulais dire la dernière question, parce qu'on doit libérer la salle. Une évolution sociétale que je trouve un peu embrassante. Un ami guide, aujourd'hui disparu d'un cancer, je sais pas, une réflexion de ses clients qui s'excusaient de lui demander d'aller faire une course quand il savait qu'il l'avait déjà faite. Et ces deux gens, ces deux filles, sont liées illégalement. Aujourd'hui, les clients leur demandent s'ils l'ont déjà faite, au contraire, pour être sûr qu'ils vont bien revenir à la maison. C'est peut-être un problème lié à la peur. Oui. Je reviens à la réflexion de monsieur là, qui disait qui parlait de la relation du client avec le guide. Nous, c'est pareil. C'est pareil parce qu'une cordée, c'est une équipe. Même si elle est faite d'un guide, le leader, et d'un second, le client. Et un truc tout bête, c'est qu'à partir d'un certain moment, le client, il nous assure. On lui a appris à assurer, et c'est lui qui nous assure. C'est un lien très important, et le client, ou le second cordée, c'est un maillon essentiel de la sécurité d'une cordée. Voilà, le client est roi. Et donc, juste un mot de conclusion chacun sur la façon dont vous envisagez un avenir raisonnable dans le domaine de l'aventure. Alain? Non, je ne suis pas foncièrement inquiet, même si tout à l'heure j'émettais des doutes sur l'évolution sociétale qui effectivement a du mal avec l'insécurité en général.
Mais je pense qu'il y aura toujours des individus qui auront envie de vivre des choses un peu à part. Pour moi, la signification presque politique de l'alpinisme, c'est un peu de sortir de ce qu'on peut appeler le contrat social, c'est-à-dire l'idée que la société s'occupe de notre sécurité en nous retirant un petit peu de liberté. Là, j'ai l'impression que l'alpinisme, c'est quand même une reprise un petit peu de sa liberté au prix d'une insécurité. Je pense qu'il y aura toujours des individus qui auront envie de vivre ces moments-là pour faire la découverte de qualités intrinsèques qui portent en eux, mais qui ne se révèlent jamais dans le confort de la modernité. Donc, je ne suis pas très inquiet. Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, a écrit « Le risque est un besoin essentiel de l'âme. Son absence crée un vide qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. » Donc pas inquiet pour l'avenir. Moi, désolé, je vais casser l'ambiance. Je suis un peu inquiet sur l'avenir. Parce que j'écoute les nouvelles comme tout le monde et je m'interroge justement parce que quand j'étais gamin je prenais des risques pour moi, pour mon plaisir, pour devenir plus fort, plus grand, plus admiré, etc. Aujourd'hui c'est plus le cas et l'interrogation, et là je reviens à Marc Aurèle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde qui va bien mal? Ben, j'ai pas de réponse, ça m'ennuie un peu. Voilà, Sylvie. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que pour moi, l'alpinisme, c'est vraiment une expérience existentielle, au sens où ça confronte chacun, enfin, ça nous confronte à nous-mêmes dans notre réalité brute qu'on ne peut pas tricher. Quand on est avec un conjoint, un guide, un groupe, c'est la même chose. On a tous les artifices de la société tombent très très vite, et surtout si on est en situation de difficulté d'ailleurs. Donc pour moi, c'est une immense chance que cette notion-là d'expérience existentielle, elle puisse perdurer dans la pratique de l'alpinisme. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète. C'est aussi ce que m'apprennent les patients dans leur confrontation au risque vital d'une maladie mortelle potentiellement, tous les jours. Et effectivement, on en a un peu parlé, mais c'est pour moi aussi une expérience de développement personnel, entre guillemets, post-traumatique, c'est-à-dire même si c'est difficile, et même si ça génère un centre de traumatisme, ça peut faire grandir, c'est ce que Florence vous avait dit. Et donc, est-ce que je suis inquiète? Mais je ne crois pas. Enfin, je suis, oui, peut-être un peu inquiète de la façon dont la médiatisation à outrance de certaines activités sportives rend l'idée de ce qu'est l'alpinisme un peu déviante, en tout cas pour moi, et incompréhensible. Et je me dis que ceux qui ont encore la chance de pratiquer l'alpinisme, entre guillemets, à l'ancienne, voilà, et ben, tant mieux pour eux. Mais c'est dur à faire partager. À l'ancienne, parce que la montagne change tellement que j'ai le sentiment, moi, de faire de la montagne comme on en faisait encore au XXe siècle, mais que ça ne va pas durer très longtemps. Alors, je ne suis pas inquiet parce que c'est une école de courage, on l'a dit, de générosité, parce qu'on ne compte pas dans ses efforts. Il ne faut pas compter. Si vous comptez, ça ne va pas. C'est une école de lucidité, ça on l'a dit, puis c'est une école de solidarité. C'est l'accordé dont parlait Claude tout à l'heure, et l'assurance réciproque. En même temps, la société change. Alors, il y a la montagne qui change. Bon. Et deuxièmement, il y a la société qui change, qui fait que là, maintenant, les sauveteurs en montagne, ils sont embêtés parce qu'il y a des sauvetages de complaisance. Je suis fatigué, j'appelle le PG, et qu'est-ce qu'on fait? C'est des gens qui ne sont pas blessés, qui sont simplement fatigués, un petit peu désorientés. Et puis, vous savez, l'histoire de Christophe Profit qui avait arraché 2 pieux au Mont Blanc, je crois que c'était au Tincu, je pense, hein, qui avait ramené ça devant la mairie de Saint-Gervais pour ne pas être accusé de voler des pieux en haute montagne. Lui, il voulait réenchanter l'incertitude, quand même, Christophe Profit. Ce que la société, quand même, a du mal à faire. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'on fait du couloir du côté où il y a des morts de temps en temps? Est-ce qu'on met un paravalanche ou pas? Il y en a qui sont pour mettre un paravalanche là. Les montagnards, je pense, sont contre. Enfin, je parle peut-être à votre place. Bon, voilà.
Donc c'est ambivalent. Je voulais juste donner un petit exemple d'appel abusif. C'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 15 jours. Il est à peu près 21h, 20, quelque chose comme ça, un appel au PGHM. Bonjour, je suis avec mon copain, là on est au sommet de la Verte, on est monté pour voler en parapente, ça ne décolle pas. Est-ce que vous pouvez venir nous chercher? Tout le monde de 120 ? Alors, moi, je voudrais finir sur une note positive également. Après avoir longtemps phosphoré sur ce que c'était que l'aventure, et je suis loin d'en avoir fait le tour, ça c'est certain. En tout cas, j'ai quand même dans tout cet océan d'incertitude, au moins une certitude. C'est que il y a foncièrement dans l'individu une part, un goût intrinsèque pour la liberté. Et il y aura toujours un espace pour une forme de rébellion, je pense, contre des codes ou des normes sociales. Et dès lors que ça, c'est constitutif de l'être humain, ça j'y crois très très fort, l'aventure, elle a de quoi se déployer encore devant elle. Et par ailleurs, on n'a pas besoin d'aller en montagne, en mer pour vivre des aventures. Dès lors qu'il y a une part de risque et de découverte de l'altérité, l'aventure, on peut la vivre sous toutes ses formes possibles. Voilà, donc restons confiants par rapport à cela. Mais préservons effectivement, en tous les cas, ce goût pour la liberté et pour le déploiement de soi. Ça me paraît être une valeur essentielle à ne pas perdre de vue. Eh bien, merci à nos invités de nous avoir montré que l'aventure est avant tout humaine et qu'elle est fondée sur un projet individuel ou collectif, mais qui est toujours mené par la compétence, la confiance, la recherche du doute raisonnable et puis de la nuance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci.